Merci de votre attention, madame, monsieur. Dans l'actualité ce lundi, le démarrage des opérations de révision des listes électorales dans la zone 3, la dernière zone. Depuis ce matin, les électeurs vérifient et se font enrôler. Donc, pour ceux qui ne l'étaient pas sur la liste, nous irons à Kara, à Dapan, avec nos correspondants Nestor Moussou, Désiré à Lorient. Les bonnes blagues, les relations en plaisanterie sans conséquences fâcheuses entre ethnies voisines, clans familiaux. Comment en faire un élément de développement de l'Afrique? La pratique est typique au continent. Enseignants-chercheurs des sciences humaines et sociales réfléchissent sur la question depuis ce matin. Nous voilà, madame, messieurs, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Bonsoir, excellent début de semaine à tous. L'actualité ce lundi est d'abord ce compte rendu des ministres des Travaux publics du Conseil de l'Entente. Un compte rendu fait au Premier ministre ce matin. Il vous souvient, ils étaient en réunion la semaine dernière à Lomé. En toile de fond, la réforme du CERFER, le Centre régional de formation pour l'entretien routier. Ils sont donc allés, les ministres, faire le point avec le chef du gouvernement. Les précisions du secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, chef de délégation, il est au micro de Christine Péchéki-Aloudé. Sont venus faire le point de la réunion que nous avons eue sur le CERFER avec le Premier ministre pour indiquer comment ce dossier a pu avancer. Un plan de développement du CERFER a été donc adopté par la réunion des ministres en charge des infrastructures des pays du Conseil de l'Entente et le rapport sera fait au prochain Conseil des ministres du Conseil de l'Entente et au prochain sommet du Conseil de l'Entente. Nous sommes dans une dynamique, la réforme du CERFER. J'insiste sur le fait qu'une convention a été signée avec l'Organisation internationale du travail qui vient appuyer le CERFER pour cette réforme-là. Donc c'est quelque chose de très important. Vous savez, le CERFER forme des jeunes pour le secteur des BTP, des mines et aussi le chemin de fer. Nous allons avoir les métiers du chemin de fer compte tenu de la boucle ferroviaire. Donc il y a des perspectives alléchantes pour les jeunes qui pourront avoir cette formation qui déboucherait sur des emplois. Donc il y a un gisement d'emplois que le CERFER va permettre effectivement de découvrir et de réaliser. Et voilà donc l'audience accordée ce matin par le Premier ministre. Nous l'annoncions en titre tout à l'heure, les relations à plaisanterie, des injures ou moqueries sans conséquences fâcheuses entre ethnies voisines ou clans familiaux. Eh bien, cette pratique typiquement africaine retient l'attention depuis ce matin des spécialistes des sciences humaines et sociales. En filigrane, des interrogations, comment par exemple cette pratique endogène peut-elle contribuer au développement de l'Afrique? Comment peut-elle contribuer à résoudre des conflits sur le continent? Question au centre de cette rencontre d'enseignants-chercheurs réunis par l'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel, IRES-ERDEC, et le laboratoire d'analyse d'histoire sociopolitique de l'Université de Lomé. De Douaré, Clarisse Atikle. Face au bouleversement que créent les conflits intercommunautaires en Afrique et qui font des milliers de victimes au sein des populations, les chercheurs africains veulent s'appuyer sur des valeurs culturelles ancestrales pour contribuer à enraciner la culture de la paix et renforcer la cohésion sociale. L'une de ces valeurs est la pratique des relations à plaisanterie, une pratique sociale typiquement africaine qui autorise les membres d'une même famille ou de certaines ethnies à se moquer ou à s'insulter entre elles, et ce sans conséquence. Ce colloque international va débattre de la contribution de cette pratique endogène au développement de l'Afrique. Le colloque aura pour objet de voir dans quelle mesure les Africains peuvent-ils s'appuyer sur leurs pratiques sociales, notamment les relations à plaisanterie, pour essayer de régler leurs problèmes et de résoudre les différents conflits qu'il y a. L'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel et le laboratoire d'analyse d'histoire sociopolitique sont les initiateurs de ce colloque. Pour le Togo qui s'apprête à organiser les élections présidentielles, il importe de saisir cette opportunité pour davantage édifier les populations sur le renforcement du lien social et la culture du vivre ensemble. Lorsqu'il y a cette pratique, elle permet de prévenir des crises, de désamorcer des tensions, de décrisper des tensions, et cela permet de renforcer le lien social. Cela permet de se dire parfois certaines vérités, mais sur un ton humoristique. Si nous nous inspirons, nous nous approprions vraiment ces valeurs africaines que véhiculent les relations à plaisanterie, ça permettra par exemple que pendant les campagnes électorales et au moment du scrutin, que les gens puissent
aller avec un esprit plus apaisé, aller en voyant l'autre comme un frère et non comme un ennemi. Les relations à plaisanterie, outils culturels africains, seront étudiés pour en déterminer les forces et les faiblesses en vue de bâtir de nouveaux modèles plus en phase avec les défis de l'heure. Autre sujet évoqué ce soir dans l'actualité, le droit bancaire. En quoi consiste-t-il? Eh bien, c'est tout un programme, mais retenez tout simplement que c'est en rapport avec le climat des affaires. Magistrats, avocats, huissiers et greffiers, ces professionnels de droit sont d'ailleurs à l'école de ce droit bancaire, et ce depuis ce matin. Les précisions, Edem Sousouko. Appui à l'amélioration du climat des affaires au Togo. Les acteurs de la justice commerciale s'imprègnent des notions du droit bancaire afin de mieux régler les contentieux commerciaux. C'est pour assurer la sécurité judiciaire dans le monde des affaires où le temps est très précieux que le Fonds pour la facilitation du climat des affaires cofinance avec l'État togolais ce projet. Une bonne partie du contentieux commercial, les banques y sont impliquées. Et ce droit bancaire est un droit spécifique qui s'inspire beaucoup de la pratique. Et il est nécessaire que les acteurs de la justice commerciale s'imprègnent de ces pratiques, s'imprègnent de ces règles applicables aujourd'hui, pour que ce n'est pas seulement la célérité qui est le problème, mais il faut aussi que les décisions rendues soient justes. La banque est une entreprise d'abord, mais qui crée de l'argent via le mécanisme du prêt. Donc c'est tout cela qu'on va leur montrer aujourd'hui. Quelles sont les spécificités des banques? Qu'est-ce qu'une banque? Qu'est-ce qu'on fait dans une banque? Quels sont les mécanismes de mise en place des prêts bancaires? Quels sont les mécanismes du crédit documentaire? Comment arrête-t-on un compte bancaire? Comment prononce-t-on la déchéance des termes? Toutes ces questions seront discutées. 6 jours pour une remise à niveau des magistrats, avocats, greffiers et huissiers pour une efficacité des jugements rendus. La formation portera sur des thématiques clés relatives aux activités de crédit et de prêt, l'obligation réglementaire prudentielle et le droit bancaire. La justice commerciale est l'élément fondamental pour assurer la sécurité judiciaire dans le monde des affaires. Cette justice est appelée à être rendue par des acteurs bien formés, bien outillés, intègres et indépendants, œuvrant dans les juridictions équipées qui offrent toutes les garanties d'une saine application du droit des affaires. Voilà qui doit rassurer les investisseurs quant à la capacité de notre justice commerciale à répondre aux exigences de la pratique des affaires. Il a été déjà mis en place une application de gestion de la chaîne commerciale couplée d'un système de sténotypie, de reportage des procès en temps réel. Juste après le lancement officiel de ces activités, 2 groupes ont été composés, les magistrats et avocats d'une part, les greffiers et huissiers de l'autre, pour le démarrage effectif de la formation qui va prendre en compte 500 personnes. Et en matière de droit encore, il y a également ce volet, le droit à la protection sociale des travailleurs. Ceux du secteur du bois et du bâtiment planchent depuis ce matin sur leur sort, sur précisément les risques professionnels auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur métier. C'est une rencontre sous-régionale. Sonia Medipou, Antoinette Romain-Vavor. Le secteur du bois et du bâtiment est l'un des domaines les plus importants de l'activité économique en Afrique de l'Ouest. Ce secteur est souvent très dangereux de par ses conditions de travail. Et aussi, les ouvriers sont exposés à des risques d'accidents de travail ou de maladies professionnelles. Depuis, l'OIT a mis en place des dispositifs législatifs en vue de sécuriser les travailleurs. Il est donc question à travers cette rencontre sous-régionale d'échanger sur la situation des travailleurs du secteur afin de relever les défis communs en lien avec le droit à la protection sociale. Nous avions l'obligation de redéfinir, d'abord de faire une analyse contextuelle de la situation dans nos différents pays, de redéfinir de nouvelles stratégies et de voir quelles sont les stratégies à rassembler ou bien à réunir pour pouvoir mobiliser les énergies, tant au niveau des organisations syndicales que de la société civile, afin de faire respecter les droits liés à la protection sociale des travailleurs.
5 pays participent à cette rencontre sous-régionale, dont le Togo. À l'issue de cet atelier, ces acteurs mettront en œuvre des stratégies adéquates pour l'amélioration des conditions de vie et de travail dans le secteur. Il est 20h10. L'autre titre de l'actualité ce soir, la révision des listes électorales. La zone 3, la dernière, a entamé les opérations ce lundi. Direction deux grandes villes dans cette zone, Kara et Dapaon. Kara tout d'abord, l'opération en ce premier jour. Kara puis Dapaon, Nestor Mouzou, Désiré Aloy et nos bureaux sur place. Le processus de révision électorale a amorcé son dernier virage. L'opération a démarré ce matin dans la dernière zone, la zone 3. La COSA se situe dans cette zone. Cette préfecture compte 177 centres de recensement de vote. Tous ont ouvert ce matin et ceux qui se sont présentés ont déjà leur carte. C'est pour la première fois. Je suis venu pour m'inscrire pour les votes. J'ai 21 ans. Cette année, je suis venu pour m'inscrire parce que je n'avais pas le temps. Le patron ne m'a pas donné le temps d'aller. Cette année, il m'a libéré. Maintenant que moi j'ai ma carte, je suis content d'avoir la carte. Parce que les cartes là, ça nous servit à voyager, à faire tout. À faire la deuxième fois. J'étais au sud, maintenant je suis à Kara. Je suis venu recenser parce que je dois faire la carte pour voter. Dans les centres de recensement, les agents sont tous présents. Mais dès ce premier jour, certaines difficultés ont été rencontrées. Dans notre service, l'opération a commencé bien, juste après l'ouverture à 7 h, avec la présentation des membres. Il y avait aussi des gens qui nous attendaient devant. Et on a commencé par les recenser et leur livrer leurs cartes. Mais la plupart des cartes, c'est les duplicata souvent et les transferts. Bon, les problèmes pour le moment auxquels nous sommes confrontés, d'abord, c'était le problème de l'atténuateur, mais on a pu résoudre ça à tout niveau. Mais le deuxième point, c'est l'imprimante qui fait des problèmes maintenant. Ça, c'est ça qui nous gêne actuellement. Et on a pu surmonter au moins, c'est des techniciens, les OPS, ils sont là. Ils ont fait de leur mieux, au moins pour faire sortir au moins 18. Comme c'est le premier jour, on attend pour voir. Le représentant du pouvoir central dans la COSA et le président de la commission électorale locale indépendante ont effectué chacun de son côté des visites pour se rendre compte du déroulement de l'opération. Sur l'ensemble du parcours, à part des petits problèmes mineurs constatés comme panne de générateur ou carburant non encore livré ou petite panne de kit, les opérations dans l'ensemble se déroulent très bien. Que chacun relaie l'information le plus largement possible pour que cette opération soit une réussite dans notre zone. Hier soir, on a fait le déploiement. Et ce matin, on a fait une tournée pour voir comment les gens se sont installés. Et on voit quand même que ça marche. Sauf des petits problèmes, mais c'est réglable. On a atteint la cinquantaine, la trentaine, je pense que ça, c'est un bon début. Pour la population, je leur demande de rester mobilisés, de vérifier si elles n'ont pas les cartes, de venir demander des duplicata ou de venir s'inscrire carrément, parce que ceux qui n'ont même pas de carte, ils n'ont qu'à venir s'inscrire. Et ceux qui ont peut-être certaines difficultés de s'approcher des membres CLC pour avoir des renseignements sûrs pour ne pas rater les échéances à venir. Commencé ce 16 février, le recensement électoral dans la zone 3 prend fin le 23 février. Cette zone est constituée des régions Kara et Savane et de la préfecture de Tchaodjo. De la révision des listes électorales dans la zone 3 où figure la région des Savanes. Dianfarou, très matinal, s'est présenté au centre de recensement et de vote CRV Worgou où il vient de se faire établir le duplicata de sa carte égarée. Ouais, je suis content, je suis venu établir ma carte. Parce que je l'avais perdu. Comme c'est le début, je suis venu vite pour retirer ça. Je prie aux autres qui l'auront perdu aussi de revenir faire comme moi. Dans les autres CRV dans la préfecture de Tone, les citoyens en âge de voter convergent. Nous avons tout ce qu'il faut pour démarrer les activités et les choses continuent dans les normes. Nous sommes à la 6e personne. Pour les premières heures, le travail est satisfaisant. La CENI a su capitaliser les expériences engagées dans les zones 1 et 2 en mettant à notre disposition à temps le matériel indiqué nécessaire pour le recensement
et la révision électorale. Vous pouvez le constater avec nous qu'aux premières heures de l'ouverture, tout était déjà mis en place et le travail a commencé. Les problèmes signalés de part et d'autre sont liés aux problèmes de générateurs. Les partis politiques sur le terrain apprécient le démarrage du processus. Nous sommes satisfaits du déroulement et les gens ont commencé par s'enregistrer, les gens ont commencé par vérifier leur présence sur la liste et ça marche, nous sommes confiants au niveau du Parti uni. Il y a de l'espoir qu'on va atteindre l'objectif. Ceux qui ont l'âge de 18 ans à partir d'aujourd'hui ou jusqu'au 23, il faudrait qu'ils se fassent enrôler. Au siège du Célitone, les imperfections liées surtout au groupe électrogène se corrigent rapidement. Les générateurs déjà réparés sont convoyés dans les localités. Toute la population en âge de voter est conviée à sortir s'enrôler sur les listes électorales pour éviter les embouteillages les derniers jours. La préfecture de Tone compte 154 centres de recensement et de vote CRV et 164 comités de liste et cartes CLC. Voilà donc les préparatifs du prochain scrutin présidentiel qui se poursuivent et parallèlement l'appel du pied aux électeurs se poursuit aussi. Cap 2015 par exemple est toujours en tournée dans la maritime. Les leaders de ce regroupement politique ont sillonné ce week-end Yoto et Bamono. Reportage Denis Baga, Robert Potoboué avec Carmen Madji à Capo. Le message délivré par Pascal Adoko, Éric Dupuis et Jean-Pierre Fabre aux populations de Zafi, Amoussime, Kini Kondji, Tablibo et Essezobeki dans la préfecture de Yoto est clair et sans équivoque. Avec ou sans réforme, le CAP 2015 sera bel et bien présent au prochain scrutin présidentiel. Le candidat de ce regroupement politique est Jean-Pierre Fabre. Autre sujet évoqué lors de ces meetings populaires, la genèse et la vie du CAP 2015 et les derniers développements de l'actualité politique au Togo. Si il arrive que la lutte pour les réformes ne permette pas qu'on mette en œuvre les réformes, pour nous, il n'est pas question de s'abstenir de participer aux élections. Parce que s'abstenir de participer aux élections, c'est évidemment signer un chèque en blanc au candidat du parti uni. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Cette tournée sonne donc la remobilisation des troupes pour la présidentielle de 2015, selon les responsables du CAP 2015. Jean-Pierre Fabre et sa suite ont exhorté les populations à sortir massivement le jour du scrutin pour voter le candidat de leur choix. Les violences et autres comportements inciviques sont à proscrire, ont insisté les membres de la délégation du CAP 2015. Nous reviendrons sur l'étape de Bamono dans les prochaines éditions. L'actualité à l'étranger, Boko Haram qui sonne la mobilisation au Cameroun. Boko Haram, Yaoundé, qui a accueilli en effet ce lundi un sommet extraordinaire. C'est sur la sécurité en Afrique centrale. Les chefs d'État de la CEAC tentent de définir ensemble une stratégie commune de lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Un traumatisme africain et mondial de voir aujourd'hui la première puissance économique du continent sans véritable défense face au groupe islamiste terroriste de Boko Haram dont les exactions se multiplient semaine après semaine au Nigeria. Pour de nombreux observateurs, il convient d'identifier les origines du problème Boko Haram. On a un État, visiblement, puissant, en apparence en tout cas très puissant, un État qui est un État riche, mais on se demande si finalement cet État est suffisamment concret, c'est-à-dire dans son déploiement territorial. Est-ce que précisément une partie du pays n'est pas restée la partie utile, la partie pétrolifère, dans laquelle effectivement coule le pétrole et qui enrichit un certain nombre d'élites locales, et une autre partie du pays, depuis très longtemps, a été laissée à l'abandon. Et cette partie qui a été laissée à l'abandon, qui est nourrie entre guillemets de pauvreté, a vu grandir en elle des mouvements qui sont des mouvements extrêmement dangereux, notamment donc Boko Haram. Pour certains spécialistes du Nigeria, les groupes comme Boko Haram se nourriraient de la détresse des individus délaissés par les pouvoirs publics, comme ce fut également le cas avec les populations touareg au Mali. À long terme, seule une véritable intégration de ces populations et une meilleure répartition des richesses pourront éviter ces catastrophes humanitaires. Les premières qui sont des solutions à court et moyen terme, ce serait de toute façon
de mutualiser les forces africaines et nous n'avons pas le choix. On est également obligé de faire appel à des forces internationales, mais avec des mandats transparents, limités dans le temps, et en incluant dans les rapports avec ces forces internationales la formation et la restructuration de nos armées. À long terme, il est évident que si on n'a pas un développement équilibré, si on n'a pas une redistribution des richesses, alors que on a des cours du pétrole qui sont élevés, le cours des matières premières qui sont élevés, et qu'on continue à avoir une pauvreté extrêmement forte, des zones dans lesquelles l'éducation n'arrive pas, des zones dans lesquelles les services sociaux, les administrations ne fonctionnent pas, on aura le même problème. Plusieurs facteurs expliquent les difficultés rencontrées par les armées régulières nigérianes pour arriver à bout de la secte islamiste Boko Haram. Quant à ce qui est du Nigeria, on sait très bien comment au cours du demi-siècle qui vient de s'achever, l'armée nigériane a été beaucoup plus préoccupée à la fois par les trafics financiers et par l'exercice du pouvoir politique que par, disons, la formation proprement militaire. Au sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui s'ouvre ce lundi à Yaoundé au Cameroun, les chefs d'État veulent harmoniser leur stratégie pour remédier aux défaillances de l'armée nigériane contre un fléau qui se régionalise de plus en plus. Suivre dans le reste de l'actualité un point de presse animé cet après-midi par l'association Shin-Togo et puis un coup de projecteur sur les œuvres sociales de l'ONG Amet, une association de bien-être qui, rappelez-vous, avait remis des diplômes de fin de formation à ses étudiants des orphelins des démunis, pour la plupart recueillis par Amet. Mais d'abord, à vos agendas, cette date, jeudi 19 février prochain, dans 4 jours exactement, eh bien, les Chinois célèbrent le nouvel an. L'association Amitié Shin-Togo saisit l'occasion et souhaite déjà une bonne et heureuse année à la Chine. Souhait formulé ce soir lors d'un point de presse à Lomé. L'occasion aussi de revisiter la relation, la coopération sino-togolaise. Emmanuel Diaglo, Charlotte Moussimi. Jeudi 19 février prochain, c'est 4713 ans selon le calendrier lunaire chinois. À ce point de presse, l'association Amitié Chine-Togo a tenu à souhaiter à toute la communauté chinoise, surtout celle présente au Togo, ses vœux les meilleurs. Cette année, l'année lunaire chinoise tombe sur l'année de la chèvre. La chèvre en Chine, c'est le symbole de dynamisme. Le symbole du travail bien fait. Donc je formule le vœu que cette année de la chèvre 2015 soit une année prospère dans le cadre du renforcement des relations entre la Chine et notre pays. L'association Amitié Chine-Togo a été mise sur pied pour renforcer les relations diplomatiques entre les deux pays. La coopération sino-togolaise à 43 ans déjà est au beau fixe. Et il sera fastidieux de citer toutes les réalisations chinoises dans notre pays, depuis la sucrerie d'Anier, l'hôpital Tomdé, le stade de 30 000 places de Kégué, le nouvel aérogare Nyasingbe Yadema, etc., etc. Également aussi, la Chine bénéficie beaucoup de nos pays, singulièrement du Togo, au niveau international. Le festival du printemps ou le nouvel an chinois est la fête la plus importante de toutes les célébrations chinoises. Elle dure 15 jours et est meublée d'activités touristiques et socio-culturelles. Cette rencontre dans le cadre du jumelage entre la ville de Dapon au Togo et d'ici les Moulineaux en France. Une séance de travail a eu lieu à la mairie de Dapon entre les deux parties. Une rencontre de bilan de réalisation des projets et la relance de la coopération entre les deux villes jumelées. Nous partons à Dapon avec Désiré Alruy. C'est une séance de travail entre la commune de Dapon, les ONG œuvrant pour le développement de la ville et les partenaires français, particulièrement de la ville d'ici les Moulineaux, dans le cadre du jumelage entre les deux villes, la réalisation et le suivi des différents projets à Dapon au centre des débats. Depuis 25 ans, la coopération est agissante entre les deux villes pour améliorer durablement les conditions de vie des populations. Cette année, la délégation est venue dans un premier temps pour faire la revue des actions passées. Alors sur les actions passées, je peux peut-être revenir sur 2 projets principaux que nous avons exécutés l'année dernière, à savoir le projet de Sankoré, logiciel Sankoré. Il y avait aussi le projet RCMO qu'on a
qui veut dire projet de renforcement des capacités des acteurs municipaux en maîtrise d'ouvrage communal. Ils projettent maintenant pour cette année donc un grand projet donc dans le domaine de l'assainissement et de l'amélioration de l'accès à l'eau potable. Ils sont satisfaits, nous-mêmes nous sommes satisfaits pour le déroulement de toutes les activités. Pour les partenaires, il est question d'accompagner davantage le processus de décentralisation en dotant les différents acteurs d'instruments locaux de compétences concrètes pour la gestion des services afin de mieux interagir avec les populations. C'est un jumelage qui marche très bien entre la ville d'Issy-les-Moulineaux et d'Apaong. Nous voulons aller au-delà du jumelage par ce projet sur la gouvernance, aider la municipalité de Dapaong à mieux appréhender la relation qu'elle a avec les citoyens d'Apaong. Ça, c'est très original. Nous souhaitons être un exemple pour le Togo. C'est en somme une visite de redynamisation du partenariat entre la ville d'Issy-les-Moulineaux en France et celle de Dapaong au Togo. Une rencontre pour créer de nouveaux canaux de développement dans le but du bien-être des populations. La convention de jumelage entre les deux villes date de 1989. Responsabilisation des acteurs locaux. Nous l'annoncions tantôt, le palais des congrès de Lomé était archi-comble vendredi dernier. L'ONG Mieux-être pour tous décernait des diplômes à 580 jeunes orphelins et démunis formés gratuitement dans son centre. Ahmed Togo est un vaste projet social qui englobe un orphelinat, un programme d'éducation scolaire et agricole au profit des enfants et des jeunes qui sont sans soutien. Coup de projecteur ce soir sur les œuvres de Ahmed Togo et Miabalo. Nous sommes à l'orphelinat de l'association Mieux-être pour tous, à Badja Avedi, 13 km au nord-ouest de Badja, dans l'Avé. C'est un village aménagé sur 3 hectares qui regroupe une école primaire, un collège, un lycée et le produit F formé par la réaction d'oxydation de B, un centre agronomique, un atelier de couture, un dispensaire et une chapelle. Ce centre abrite plus de 400 orphelins venus de divers horizons, puis une cinquantaine d'agents et encadreurs également logés sur place. En dehors de l'orphelinat, ce centre de formation technique constitue l'autre projet social de l'ONG. Situé à Lomé, au quartier Adidogomé, le centre forme gratuitement chaque année en secrétariat, entrepreneuriat et maintenance informatique. Il forme aussi gratuitement pour 3 ans en mécanique, électricité, peinture et soudure. L'établissement a formé à ce jour près de 7000 étudiants. Je crois que c'était une promesse que je me suis faite à Dieu, que s'il m'aidait un jour à avoir ou bien à arriver à un niveau de la vie, tout ce que je vais faire vis-à-vis des autres, comme l'on l'a fait avec moi, c'est de les aider sans rien leur demander en retour. Aujourd'hui, je peux dire avec fierté que c'est grâce à Ahmed que j'ai trouvé un emploi au CASEF. L'ONG Association Mieux-être pour tous s'investit également dans la lutte contre la pauvreté à travers le soutien accordé aux femmes vulnérables pour l'amélioration de leurs activités génératrices de revenus. À ce jour, près de 300 femmes ont bénéficié de microcrédits. L'ONG Association Mieux-être pour tous compte aussi sur l'appui de toute bonne volonté pour la poursuite de ces actions menées au profit du bien-être socio-économique des populations défavorisées. Nous voulons profiter de l'occasion pour adresser toute notre gratitude au président de la République, son Excellence Fort et Sozina Miassi. Aujourd'hui, grâce à son intervention, nous connaissons la paix. Nous vivons dans la paix. Nous pouvons aller librement au bois. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Quelques communiqués avant de refermer cette édition. Communiqué conjoint du ministre de la Sécurité, de la Protection civile et du ministre des Travaux publics et des Transports. Il nous a été donné de constater que des véhicules affectés au transport privé ou public se livrent simultanément au transport de personnes et de marchandises. Cette pratique qui est contraire aux dispositions de l'arrêté interministériel numéro 79-08/MCT/MINTER du 2 mai 1979 portant interdiction du transport mixte sur le territoire national
est à l'origine de nombreuses victimes que l'on enregistre en cas d'accident. En conséquence, il est rappelé aux conducteurs que pour des raisons de sécurité, le transport mixte de personnes et des marchandises demeure formellement interdit sur toute l'étendue du territoire national. Les contrevenants à disposition de l'arrêté précité s'exposent aux sanctions en vigueur prévues par la loi. Deuxième communiqué conjoint toujours. Depuis un moment, il est constaté sur les artères et au niveau de certains carrefours de la ville de Lomé l'apparition du phénomène de pousse-pousse qui encombre les voies et rend ainsi la circulation très difficile. En conséquence, il est porté à la connaissance du public que pour des raisons de sécurité, il est formellement interdit aux pousse-pousse de circuler sur toutes les artères de la ville de Lomé, notamment les voies reliant le Grand Marché à la gare routière provisoire de la place Banquet. Les contrevenants présents à communiquer s'exposent aux sanctions prévues par la loi. Et un dernier communiqué ce soir, communiqué de la CET, la Direction Générale de la Compagnie Énergie Électrique du Togo informe son aimable clientèle que des travaux de réparation sont programmés sur la ligne électrique Lomé-Palimé du 16 au 18 février 2015. Par conséquent, la fourniture du courant électrique sera perturbée dans les localités de Zanguera, Akepe, Ngwepe, Bagbe, Badja, Djolo, Keve, Andokbome et Azaon. Les équipes techniques de la CET sont mobilisées pour un prompt rétablissement du courant électrique dans les zones affectées. À cet effet, la CET recommande que les appareils soient débranchés et ne soient remis en service qu'après le retour de l'électricité. La direction générale de la CET présente ses excuses aux clients des zones concernées et les remercie pour leur compréhension. Voilà qui met fin à cette édition du soir. On va se quitter sur l'image des opérations de révision de liste électorale. La campagne a entamé son dernier virage ce lundi avec la zone 3. Nous étions à Kara, à Dapan, avec nos correspondants en ce premier jour d'opération qui entame donc sa dernière phase. Nos programmes ce soir, 21h tout à l'heure, le magazine Sport, 22h30, nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Dapan, dans le Tone, à Yaoundé au Cameroun, sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Bonne soirée.